pense que c'est quand même assez bénéfique dans le sens où ça oblige à se poser la question de pourquoi on collecte cette donnée. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Combien de temps on doit la garder ? Donc ça prend un peu plus de temps, ça peut être un peu laborieux à mettre en place, mais finalement c'est assez vertueux. C'est un peu comme si c'était la sobriété énergétique appliquée à la data. C'est douloureux au départ parce qu'il faut changer ses habitudes, mais après on s'en porte mieux. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Laure Lapostole, DG adjointe de Kitok. Elle est diplômée de l'ESSEC, elle a suivi le parcours Graduate Finance chez Legrand et elle a ensuite rejoint Kitok en 2017 en tant que DAF. Elle crée la fonction Data avant de devenir DG adjointe. Kitok, c'est une entreprise créée en 2015 avec pour ambition de réenchanter la cuisine du quotidien en supprimant la corvée des courses. En 2017, ils ouvrent leur premier entrepôt. 2019, ils lancent les ventes en direct producteurs. Et en 2020, forte accélération de Kitok et du e-commerce alimentaire. En 2021, doublement du catalogue de recettes avec plus de 30 recettes chaque semaine. Aujourd'hui, c'est un acteur de premier plan de la food tech en France sur un marché toujours plus concurrencé. Bonjour Laure. Bonjour Marc, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Laure, est-ce que tu peux nous dire avec tes mots qu'est-ce que vous faites chez Kitok et ton rôle là-bas ? Alors chez Kitok, ce qu'on fait, c'est qu'on livre des box à cuisiner. Concrètement, comment ça marche ? Nos clients vont choisir chaque semaine les recettes qu'ils veulent cuisiner parmi un menu donc de plus de 30 recettes qui changent chaque semaine. Ensuite, on va sélectionner soigneusement les ingrédients et préparer un colis pour chacun de nos clients avec les ingrédients dans les justes quantités, tous les ingrédients dont ils ont besoin, et des fiches recettes. Et ensuite, on leur livre le colis chez eux. Concrètement, nos clients vont faire appel à nous pour 3 raisons principales. La première, c'est l'inspiration, pour finalement arrêter de se poser la question du qu'est-ce qu'on mange ce soir. La deuxième, c'est parce que c'est quand même drôlement pratique de faire ses courses en 5 minutes et de les recevoir chez soi, sans gaspillage alimentaire en plus, puisqu'on livre les ingrédients dans les justes quantités. Et la troisième, c'est la qualité de nos produits. Mon rôle à moi, en tant que DG adjointe, c'est, je dirais, 2 missions principales. La première, garantir à nos clients une expérience irréprochable de bout en bout. Et la deuxième, c'est finalement de réaliser notre trajectoire de croissance et de rentabilité. Ok. Alors la data chez vous, à quoi et à qui ça sert ? Comment vous gérez ce sujet ? Alors ce qui est intéressant chez Kitok, c'est qu'on a beaucoup de métiers différents parce qu'on a fait le choix d'internaliser presque toute notre chaîne de valeur. Donc on va avoir des personnes qui créent des recettes, des acheteurs qui sont en charge de dénicher des super bons produits, des préparateurs de commandes, des agréeurs de fruits et légumes, des développeurs IT, un service client, etc. Et donc ça, finalement, ça va nous donner énormément de données. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde dans l'entreprise est client d'une manière ou d'une autre de l'équipe data. On est une entreprise qui est assez data-driven. D'accord. Il y a une équipe data, donc de ce que je comprends. Quelle est sa taille ? Quand est-ce que vous l'avez créée, disons, dans votre roadmap de développement ? Oui, alors effectivement, on a une équipe data qui est indépendante finalement, mais qui travaille en lien étroit avec les différents métiers. La première data scientist, qui était une femme d'ailleurs de Kitok, est arrivée en 2018. Et ensuite, on a créé l'équipe sous son format actuel en 2019. Aujourd'hui, on a une équipe de data scientists et de data analystes qui sont assez couteaux suisses et qui vont chacun regrouper 2 expertises. Une expertise technique qui va être, par exemple, la data analyse, le tracking, la data science, l'automation, et aussi une expertise métier. De cette manière, le marketing, l'équipe de création culinaire, les opérations, chaque métier, en fait, va avoir un référent bien identifié au sein de l'équipe data qui comprend particulièrement ses enjeux et ses problématiques. Nos visiteurs externes sont souvent surpris par la maturité de notre écosystème data, donc je pense qu'on est pas trop mal pour notre taille et notre âge, et ça ne nous empêche pas d'avoir plein de projets et d'idées pour la suite. Ok, alors pour nous donner une idée justement de la taille de l'équipe data, on va dire... Alors au global chez Kitok, aujourd'hui on est plus de 190 employés répartis sur les différentes fonctions dont je te parlais avant. Entendu. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous partager une décision business concrète que vous avez prise grâce à la data ?
Oui, tout à fait. Alors, quelque chose qui a été assez structurant, je dirais, dans notre croissance, c'est la façon dont on mesure les performances du marketing. Historiquement, on regardait beaucoup le nombre de nouveaux clients qu'on recrutait, et c'est un peu comme ça qu'on évaluait l'efficacité de notre marketing. Pour construire un business model qui est robuste dans la durée, finalement, c'est important aussi de bien intégrer, et très tôt dans le parcours, la notion de rétention, et donc de s'assurer que les clients qu'on recrute sont bien les clients qu'on cible, sont bien des gens à qui le produit Kitok correspond. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'en pilotant cette efficacité marketing seulement au nombre de nouveaux clients recrutés, on pouvait être amené à prendre des décisions qui, à moyen long terme, n'étaient pas forcément les bonnes. Oui. Donc voilà, on a pas mal réfléchi, itéré, et au bout d'un moment, on est arrivé à trouver le bon indicateur pour capturer ça, qui était la lifetime value à 5 semaines. Donc la lifetime value à 5 semaines, ça veut dire pour nous le chiffre d'affaires que va générer un nouveau client sur ses 5 premières semaines de vie. D'accord. Et ça permet de s'assurer que les clients qu'on recrute sont bien dans notre cible. Et ça a l'avantage d'être plus riche que simplement un nombre de nouveaux clients ou un panier moyen du premier client, et d'être quand même sur un horizon de temps assez court de 5 semaines qui permet de garder une bonne réactivité si on s'aperçoit que ça dérive ou à l'inverse qu'on est dans une bonne dynamique. Oui, c'est un compromis entre la vraie métrique qui serait la lifetime value de toute la vie mais qui du coup donnerait pas une très bonne réactivité, et le fait justement de pouvoir en fait avoir un indicateur sur comment étaient les ventes il y a 5 semaines finalement. Exactement. Est-ce que tu peux nous décrire le pilotage day-to-day de ton côté ? Oui, alors il y a pas mal de choses et ça dépend évidemment de quel métier, puisque chaque équipe a ses indicateurs et sa temporalité. On a des indicateurs qu'on va suivre en temps réel via un outil qui s'appelle Grafana. Et ça va être utilisé beaucoup par les opérations pour mesurer en temps réel à l'entrepôt des indicateurs de productivité et de qualité de service. Donc ils vont mesurer par exemple la cadence sur la chaîne. D'ailleurs on en a 2 en miroir, et donc c'est un petit peu la compétition entre la chaîne de gauche et la chaîne de droite pour voir qui avance le plus vite. Et on a aussi des indicateurs de qualité, puisqu'on va par échantillonnage contrôler des colis pour s'assurer qu'ils sont complets en fait avec les bons produits. Et ça nous permet de détecter tout de suite s'il y a une erreur dans le réapprovisionnement de la chaîne. Donc si par exemple, pour une raison X ou Y, un opérateur a mis des poireaux à la place des carottes, lors de ce contrôle, on va voir tout de suite qu'il y a un problème sur un article. On va pouvoir remonter à l'emplacement concerné et corriger tout de suite pour éviter que tous les colis suivants finalement aient le mauvais produit. De la même manière, par exemple, on va analyser quasiment en temps réel les retours clients sur des éventuels incidents qu'ils ont pu constater. Et une anecdote un peu rigolote, c'est que ça nous a permis de détecter un problème de réglage sur la machine de conditionnement d'un de nos fournisseurs. On a vu, en analysant ces retours clients, qu'il y avait un taux d'anomalie anormal sur des barquettes dessous-vidées. Et en contactant le fournisseur, il a pu se rendre compte, il ne l'avait pas encore vu lui-même, qu'il avait un problème de réglage de sa machine. Après, on a des indicateurs qu'on va suivre plutôt à la maille jour, ou par exemple, le service client va analyser chaque jour sa qualité de service, donc contrôler par exemple ses délais de réponse. On a différents canaux de contact pour notre service client. Le plus chaud, c'est WhatsApp, où on essaye de répondre en moins de 5 minutes à nos clients. Donc ils vont vérifier chaque jour comment on se situe par rapport à cet objectif-là qu'on s'est fixé. Sur un horizon un peu plus long, à la maille semaine, l'équipe de création culinaire va analyser les notes des recettes, les avis des clients. Et ensuite, à la maille du mois, on va analyser le NPS, c'est un indicateur de satisfaction client. Alors cet indicateur-là, on peut le trouver dans Tableau, notre outil de data visualisation. Et on dédie un moment d'entreprise avec tous les collaborateurs qui s'appelle un point voix du client pour partager à tout le monde à la fois les réussites du mois et les incidents qu'on a pu rencontrer, pour que chacun dans l'entreprise se sente concerné par les retours de nos clients. D'accord. Alors vous avez un outil en interne de prévision des commandes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors ce qui est intéressant dans le modèle de Kitok, c'est qu'on a mis en place une logistique qui s'appelle pool. C'est-à-dire qu'on va commander les ingrédients à nos fournisseurs une fois qu'on aura confirmé les demandes de nos clients. C'est-à-dire que, Marc, si demain tu veux commander un panier Kitok, je vais te demander de choisir tes recettes 6 jours à l'avance. Et ensuite, je vais acheter les ingrédients dont j'ai besoin pour préparer ta commande à ce moment-là. Ça va permettre d'éviter d'avoir des stocks et du gaspillage alimentaire.
pour que ça fonctionne, parce qu'on a quand même des variations de commandes qui peuvent être assez importantes d'un jour à l'autre, des variations dans les choix de recettes, etc. Il faut qu'on s'assure de ne pas avoir de rupture sur certains produits. Oui. Et donc pour ça, c'est très important qu'on puisse communiquer en amont à nos fournisseurs pour leur dire cette semaine-là, je vais avoir besoin de à peu près tant d'escalopes de poulet, tant de carottes, tant de fromage blanc. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un modèle de prévision des ventes. Donc on utilise pour ça du machine learning et donc on a défini les features qui correspondaient bien à ce cas d'usage. Donc on va prendre en compte par exemple des jours fériés, des périodes de vacances, qu'est-ce qu'on a fait sur les années passées à la même période. On va regarder aussi le calendrier des temps forts du marketing, parce que par exemple, si on fait une campagne télé, ça va forcément être impactant pour prévoir nos commandes. On va regarder si on a des animations particulières sur les recettes ou sur notre offre du marché. Par exemple, au moment de Noël, on propose pas mal de produits complémentaires et donc ça va rentrer aussi en ligne de compte pour projeter notre volume de commandes. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on est capable de projeter notre nombre de commandes qu'on communique à nos fournisseurs jusqu'à 6 semaines à l'avance. Et puis des prévisions détaillées à l'ingrédient, donc en anticipant aussi quelles recettes vont être le plus prises par les clients. D'accord, donc vous essayez de prédire, quand il y a plusieurs recettes, plusieurs choix, lequel sera le plus choisi, quelle proportion? Exactement, on va prédire en fait combien de colis on va faire. Est-ce que ça va être des colis pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes? Combien de recettes ils vont choisir? Et ensuite, quelles recettes ils vont choisir? Et comme ça nous permet de dire qu'on va avoir besoin de X fromage blanc et de Y escalope de poulet. D'accord. Et alors, sur ce choix des recettes, comment est-ce qu'on prédit le choix des gens, en fait, sur les choses qui se basent sur leur goût? Alors, il y a 2 choses à prendre en compte. Et là, c'est intéressant parce que c'est un cas d'usage où la data, plus qu'un outil de reporting, nous a permis aussi de construire notre stratégie produit et de mettre au point le bon menu de recettes sur une semaine donnée. Donc avant même de se parler de choix des clients, on en a mis pas mal d'intelligence pour essayer de trouver la bonne offre de recettes qui plairait à tout le monde, avec de la variété dans les ingrédients et les types de recettes qui sont proposés, un équilibre au niveau des temps de préparation pour s'assurer qu'on a des recettes rapides, même si on en a qui sont peut-être un peu plus techniques ou un peu plus élaborées, qui vont être un peu plus longues. Bien respecter le fait qu'on n'utilise que des fruits et légumes de saison. Et ensuite, s'assurer aussi que, par rapport à nos différents types de clients, chacun y trouve son bonheur. Donc, quelqu'un qui veut que des recettes rapides trouve ce qui lui plaît. Quelqu'un qui veut que des recettes végétariennes trouve ce qui lui plaît. Et donc, pour ça, on a mis au point un algorithme d'optimisation sous contrainte qui, chaque semaine, va venir screener notre catalogue de recettes, celles qu'on a pu déjà proposer et aussi beaucoup de recettes qu'on a créées mais qui n'ont pas encore été proposées à la vente. Et en intégrant toutes les contraintes dont je te parlais à l'instant, il va venir faire la proposition du menu optimal pour un client qui toque. Ensuite, un peu sur le même modèle que les prévisions, on a aussi un outil qui va nous permettre de prédire quelles recettes vont être les plus prises. Ce qu'on utilise pas mal aussi, c'est les choix des premiers clients. Parce qu'en fait, on va mettre en ligne nos recettes 3 à 4 semaines à l'avance. Et donc, on a des clients qui viennent très tôt choisir leurs recettes. Et souvent, c'est assez révélateur, finalement, de ce qui va se passer en bout de chaîne. Donc, c'est représentatif, ensuite, de la population globale qui commandera les recettes. Exactement. Donc, ça nous donne une bonne photo assez tôt de ce qui va être choisi à la fin. Ça vous donne quel avantage compétitif aujourd'hui de faire autant de data ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de données à notre disposition et qu'on peut s'en servir pour créer de la valeur autour de notre produit ou de notre service. Par exemple, depuis 1 an, on publie le Nutri-Score de nos recettes, puisque comme on connaît exactement leur composition, on est capable de le calculer et de le mettre à disposition du client. Donc ça lui fait une information additionnelle et il peut, s'il le souhaite, choisir ses recettes en fonction. On va aussi bientôt mettre en place un score environnemental pour comparer l'impact carbone de différentes recettes. Donc c'est tout simple, mais ça va permettre à nos clients qui souhaitent réduire l'empreinte carbone de leur alimentation de choisir leurs recettes en intégrant ce critère. Quelles sont les limites de la data chez vous, des mauvais KPI, des applications un peu gadgets que vous auriez pu connaître ? Peut-être un premier élément de réponse, c'est de croire que la data a réponse à tout et de finalement repousser une prise de décision en cherchant des réponses à travers la data. Je pense que la data vient
éclairer et guider la prise de décision, mais que ça n'enlèvera jamais une part de risque. Un autre biais qu'on peut avoir, c'est si on se concentre uniquement sur l'analyse des données passées, on peut rater quelque chose, perdre sa créativité, sa capacité à innover, sa capacité à capter peut-être des nouveaux profils de clients. Donc il faut là aussi savoir s'en extraire ou en tout cas prendre un peu de recul pour ne pas s'enfermer. Et puis ensuite, on peut avoir des sujets de biais statistiques, d'événements atypiques qui font qu'on peut être amené à retravailler les datas pour avoir des informations plus justes. Est-ce que tu aurais un exemple dans lequel la créativité et l'imagination ont été décisifs et où la data aurait poussé à prendre des décisions dans l'autre sens ? Alors un exemple qui me vient, c'est l'innovation sur les recettes. À la fois, on va avoir un gros travail d'analyse de ce que nos clients aiment, les questionner sur ce qu'ils voudraient plus. Et à la fois, on confie aussi à notre équipe de création culinaire et à notre chef Marie la responsabilité d'aller chercher des nouveaux usages, de découvrir des nouveaux ingrédients, d'explorer des nouveaux terrains de jeu. Et là, la data va finalement pouvoir nous dire si ça prend ou pas, mais c'est plus exploratoire dans l'approche, et donc ça va être moins poussé par la data. Ouais. Par exemple, il y a quelques années, on a testé de développer une offre de recettes véganes, et donc ça, c'était un projet plus exploratoire. Est-ce qu'il y a des métriques il y a des KPI qu'on regarde à tort, on parle des fois de vanity metrics. Est-ce qu'il y a des choses chez Kitok qui t'évoquent cette erreur dans les métriques ? Je ne sais pas si j'ai un exemple concret en tête. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de rester un peu souple dans son set d'indicateurs. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à continuellement le réactualiser. Je pense qu'en fonction des périodes, des sujets sensibles, des focus de l'entreprise, on ne va pas avoir les mêmes indicateurs. Et donc, plutôt que de toujours rajouter des nouveaux indicateurs, il ne faut pas hésiter à en enlever certains. Si on est dans une phase d'hypercroissance, on va plus se concentrer sur notre nombre de nouveaux clients, notre LTV, etc. Si on est dans une phase où on va plus se concentrer sur la rentabilité, on va peut-être plus regarder notre coût d'acquisition client ou notre marge dégagée par commande. Et donc je pense que c'est intéressant de rester un peu dynamique là-dessus pour éviter d'avoir 200 KPI et de finalement plus trop savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, où on en est. Quelle est votre plus grande déconvenue avec la data chez Kitok ou que tu regrettes de ne pas avoir fait autrement ? Plus grande déconvenue, c'est peut-être un peu fort. Mais ce qu'on a fait, au tout début, on n'avait pas spécialement d'experts data. Et on avait des équipes qui étaient naturellement assez orientées performance et résultats. Mais du coup, chaque équipe, finalement, construisait un petit peu ses indicateurs à sa sauce. C'était bien parce que chacun était très responsabilisé sur ses indicateurs. Sauf qu'en grossissant, le problème, c'est que c'est parti un peu dans tous les sens. Et donc, si on demandait, par exemple, le nombre de colis à l'équipe marketing, à l'équipe opération et à l'équipe finance, on avait 3 chiffres différents. Et là, je me suis dit, si quand on a un chiffre, le premier réflexe, c'est de se demander est-ce que c'est le bon ? Et ensuite, de passer plus de temps à réconcilier les chiffres qu'à les exploiter, c'est que ça n'allait plus. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a créé une équipe data indépendante qui est venue normer tous ces indicateurs, s'assurer de la qualité des données, s'assurer qu'il n'y ait pas 3 chiffres d'affaires, mais il y en ait un seul. Oui. Et du coup, créer cette première couche, ce socle solide, qui permet ensuite de venir nourrir les différents besoins métiers, mais en partant de la même source. Et ça, je pense que ça a été une étape assez importante et assez structurante. Et on aurait pu peut-être le faire un peu plus tôt. D'accord, normaliser. En fait, vous êtes une entreprise, comme tu le disais, qui fait intervenir tellement de métiers différents que même si vous êtes petit ou que vous étiez petit au moment de se poser les questions-là, vous aviez les mêmes problèmes de silo qu'on va avoir dans les grands groupes. Et donc, vous êtes passé par une phase de data warehousing, on va dire, qui a permis de mettre la même heure sur les montres. Oui, avant même de parler de data warehousing, c'était aussi standardiser des requêtes qu'on appelait des requêtes chapeau, des requêtes par exemple sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de commandes, parce que finalement, quand on écrit sa requête, on va mettre un certain nombre de filtres ou de conditions qui peuvent parfois être un peu à l'appréciation de chacun. Et donc là-dessus, se donner des règles communes à tout le monde pour s'assurer de la cohérence des données. Oui, en fait, la raison pour laquelle ils n'avaient pas le même chiffre d'affaires, c'est que certains considéraient que certaines choses n'étaient pas du chiffre d'affaires, que certaines choses méritaient d'être comptabilisées pour l'année suivante, etc. En fait. Oui, voilà, des
histoires de remboursement client, de date, d'avoir, de livré, pas encore livré, bref. Plein de questions qui peuvent paraître un peu futiles, mais finalement qui faisaient qu'on ne s'y retrouvait plus. On n'était pas aligné, ok. Alors le RGPD, est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte et est-ce que c'est un problème pour vous ? Alors évidemment, on est concerné puisqu'on est une entreprise de B2C, donc on collecte un certain nombre de données sur nos clients. C'est forcément assez structurant puisque ça suppose d'être hyper attentif au traitement qu'on va avoir de ces données de bout en bout. Je pense que c'est quand même assez bénéfique dans le sens où ça oblige à se poser la question de pourquoi on collecte cette donnée. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Combien de temps on doit la garder ? Donc ça prend un peu plus de temps, ça peut être un peu laborieux à mettre en place, mais finalement c'est assez vertueux. C'est un peu comme si c'était la sobriété énergétique appliquée à la data. C'est douloureux au départ parce qu'il faut changer ses habitudes, mais après on s'en porte mieux. Oui, et finalement ça vous filtre aussi une partie du travail qu'il y aura à faire a posteriori pour pas se noyer dans un volume de data trop grand. Oui, c'est ça, parce que ça peut être le risque aussi qu'on ait tellement de données qu'on sache plus où regarder, qu'on sache plus ce qui est important. Et finalement, s'être posé ce genre de questions en amont, ça vient faire gagner du temps après. Donc vous faites du machine learning, tu nous en as parlé un peu. Quel intérêt concrètement ça a pour vous ? Ça va nous donner de la visibilité sur la suite et ça va nous permettre d'anticiper au mieux. Donc je te parlais tout à l'heure du cas des prévisions de commandes. On a aussi un modèle qu'on a développé pour prédire la satisfaction des recettes, donc la note quelque part que les clients vont leur donner. Donc pour ça, on a mis en place des features là aussi qui vont être dédiées. Par exemple, l'ingrédient présent dans la recette, parce que si c'est du saumon ou un navet, ça ne va pas donner le même résultat. La catégorie de la recette, est-ce que c'est World Food, technique de chef, kids friendly, le temps de préparation, le nombre d'étapes de la recette, le nom de la recette, etc. Et donc tout ça va nous permettre de guider la création culinaire pour faire des recettes qui vont plaire au mieux à nos clients. Et ensuite, pour venir alimenter cet algorithme de meal planning dont je te parlais, pour proposer un éventail de recettes qui plaisent au mieux aux clients. Donc un large choix et aussi un large choix par profil de client type. Tu as une anecdote à nous partager sur la data chez Kitok ? Alors peut-être notre segmentation client, qui n'est pas forcément classique. On a décliné notre segmentation client à la sauce Kitok. Donc c'est une segmentation qui parle recettes. On a identifié que parmi nos clients, on avait différents profils. Donc on va trouver des profils explorateurs qui veulent découvrir des recettes du monde, qui vont particulièrement rechercher des épices, des nouvelles saveurs. On a des profils famille qui vont privilégier des recettes consensuelles, des tips pour faire manger des légumes à ses enfants sans qu'ils s'en rendent compte, qui sont relativement rapides à préparer. On a des clients qui vont être préférence végétarien. Donc on a assez peu de gens qui sont 100% végétariens. En revanche, on en a un certain nombre qui vont privilégier une majorité de recettes végétariennes, etc. Et donc ça nous permet ensuite à la fois d'adapter notre offre de recettes et à la fois d'adapter nos communications pour parler à nos clients des recettes qui vont tout particulièrement leur plaire. Et est-ce que tu as une opinion sur la data partagée ? Pas spécialement. Quand vous recrutez des gens côté data, qu'est-ce que vous cherchez dans les profils ? Alors, naturellement, il y a un premier prérequis qui va être qu'on cherche une expertise technique. Donc, pour ça, on a un certain nombre de cas pratiques qui nous permettent de tester le niveau de nos candidats, soit parce qu'ils ont déjà prouvé dans une expérience passée, acquis une certaine expertise, soit parce qu'on sent qu'ils ont la capacité de progresser rapidement et que ça ne va pas être un point bloquant. Et après, ce qui est très important pour moi, c'est de recruter des gens qui ont le sens du client et une vraie orientation business. Je pense qu'on peut faire un peu tout dire à la data, on peut sortir un peu tout et n'importe quoi. Et ce qui fait un bon data analyst, c'est sa capacité à comprendre son client et à poser la bonne question. Donc en fait, commencer par bien poser la problématique et être capable d'avoir des idées qui peuvent sembler un peu farfelues parfois, ça va être assez clé finalement pour découvrir des choses intéressantes sur lesquelles on va pouvoir capitaliser ensuite. Souvent à partir de questions hyper larges comme
comment rendre notre business model encore plus durable. Et puis, on va resserrer l'entonnoir jusqu'à arriver à se dire, en fait, il faut qu'on pilote la performance de notre marketing à la LTV 5 semaines de nos clients. Et donc, voilà, je cherche des profils qui sont capables d'avoir cette prise de hauteur et d'avoir des idées nouvelles à investiguer tous les jours et qui ont, je me suis rendu compte, chacun aussi leur petit tempérament, donc ils sont complètement capables de persévérer, même si parfois ces idées peuvent sembler un peu étonnantes. Mais voilà, ils ont cette capacité aussi à aller au bout de leur raisonnement pour trouver des choses. Et on a mis en place, je pense, un bon équilibre où à la fois les métiers vont poser des questions à la data, leur demander des analyses. Et puis l'équipe data va aussi proactivement proposer des idées nouvelles, proposer de regarder un problème sous un angle différent. Et c'est assez fertile comme mode de fonctionnement. Alors au niveau des outils que vous utilisez, de l'infrastructure, est-ce que tu peux nous dire en un mot quels ont été vos choix, qu'est-ce que vous avez essayé et sur quoi vous avez atterri? Oui, alors on a une bonne partie de nos données qui se trouvent dans notre back-office, qui est un outil interne qu'on a développé nous-mêmes, qui va gérer toute la partie back-office des commandes clients, du référentiel article, des fournisseurs, des commandes d'achat, des recettes. Donc évidemment, pas mal de données viennent de cet outil. Il y en a une partie qui est déversée dans un data lake BigQuery. D'accord. Et après, on a aussi plein d'autres sources de données. Par exemple, on va avoir des données de production qui viennent de notre logiciel à l'entrepôt, le WMS, un Warehouse Management System. On a des données qui viennent des outils du service client. On a des données qui viennent de nos clients eux-mêmes, à qui on envoie pas mal d'enquêtes de satisfaction pour collecter du feedback à chaud et en continu. On a aussi des données de navigation sur nos outils, que ce soit notre site ou nos applications. Et donc tout ça va nourrir notre écosystème data. Après, en termes d'outils, on utilise pour l'ordonnancement des tâches ou l'automatisation Airflow. Donc ça nous permet d'éviter des tâches assez répétitives, de mise à jour d'un report, mise à jour d'une prévision, historisation de données qui ne sont pas forcément des données transactionnelles dans notre back-office. Nos data scientists et analystes codent en Python. Ensuite, en data visualisation, on utilise donc à la fois Tableau, qui est assez déployé dans l'entreprise, et Grafana spécifiquement pour répondre aux besoins du temps réel. D'accord. Si c'était à refaire chez Kitok, qu'est-ce que tu changerais? Pas grand-chose, je crois. Je suis assez fière de ce qu'on a réussi à construire avec l'équipe data, que je salue et que je remercie au passage. Je crois qu'on a fait quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, dans le séquencement, je pense que c'est important de garder cette première étape de consolidation du socle pour partir sur des bases saines dès le début. Parce qu'après, ça peut devenir assez lourd de mettre à jour tout un inventaire de requêtes qui sont un peu bancales. Ensuite, de construire ce cockpit à la fois d'un point de vue général pour avoir une vue d'ensemble et ensuite métier par métier pour avoir en temps réel ou en tout cas de manière très régulière une vision d'ensemble sur ses indicateurs, sa performance et savoir ce qui se passe à tout moment. Et puis peut-être la troisième étape, c'est de ne pas oublier de s'amuser. Je pense que la data, c'est un terrain de jeu assez incroyable. On peut vraiment partir dans tous les sens, explorer plein de choses, imaginer énormément de cas d'usage en termes de personnalisation pour les clients, de contribution aux produits, des solutions qui vont permettre aux équipes de gagner en productivité en éliminant des tâches manuelles ou récurrentes. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus de s'amuser et pas se mettre de barrières, garder cette capacité à explorer, tester, innover au travers de la data. Super. Et un dernier mot pour conclure sur le futur de Kitok? Alors, un gros projet qu'on a pour l'année prochaine, c'est d'élargir encore notre catalogue de recettes. Et la mise en production de notre algorithme de meal planning va nous permettre justement de gérer un catalogue de recettes élargi avec toutes les contraintes de diversité, saisonnalité, etc. Donc je pense que ça va être une étape assez intéressante. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu, je pense, faire uniquement humainement. Ça aurait fait beaucoup trop de contraintes à gérer pour un être humain. Et donc là, c'est un vrai exemple d'obstacle que la data permet de déverrouiller. Et ensuite, un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est ce score environnemental des recettes. Évidemment, on se pose beaucoup de questions chez Kitok sur notre impact, sur ce qu'on peut faire pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'alimentation, aujourd'hui, ça représente 25% de nos émissions de gaz à effet de serre, donc c'est quand même très conséquent. Et en fait, il y a plein de choses assez simples qu'on peut faire pour réduire son impact environnemental.
Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose d'hyper important. On n'y pense pas, mais il y a 1/3 de la nourriture dans le monde aujourd'hui qui est jetée. Donc des modèles un peu malins comme Kitok qui permettent à la fois de travailler en flux tendu et à la fois de livrer au client les justes quantités dont il a besoin pour éviter d'avoir des restes en fin de semaine. C'est une solution concrète pour s'attaquer au gaspillage alimentaire. Un autre élément clé, c'est la composition de nos assiettes. On ne se rend pas compte, mais entre une assiette de bœuf et une assiette végétarienne, il peut y avoir un facteur 11 en termes d'émissions carbone. Donc même si on ne veut pas arrêter de manger du bœuf, en fait, en manger un petit peu moins, déjà, ça fait une énorme différence sur l'impact carbone de notre alimentation. Et donc pouvoir donner des clés à nos clients pour qu'ils se rendent compte de ça, qu'ils le comprennent et qu'ensuite ils choisissent chacun à leur rythme comment ils veulent faire évoluer le contenu de leur alimentation. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis après, évidemment, le côté choisir des ingrédients de saison, locaux, ça, c'est aussi hyper important. Et ça a toujours été dans l'ADN de Kitok et on continue dans ce sens-là. Mais c'est aussi un levier pour améliorer le bilan carbone de son alimentation. Donc voilà, l'éco-responsabilité, c'est aussi un axe fort sur lequel on veut accélérer l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup Laure. Je t'en prie, merci Marc. Vous venez d'entendre Laure Lapostole, DG adjointe de Kitok sur Data Driven 101. Le podcast marque une pause pendant les fêtes de fin d'année et je vous retrouve le 2 janvier avec Nicolas Grunewert pour un épisode dédié au sujet de la génération d'images par intelligence artificielle. Joyeuses fêtes!